Hey, donc salut à toutes et à tous, les amis, c'est donc Darkos et on va enfin parler du chapitre numéro 36 de Boruto, sorti en français il y a maintenant 2-3 jours, mais je l'ai analysé, j'ai donc fait des recherches. La review va être rapide, on va pas repasser par les grands événements du chapitre, le raconter, faire un grand résumé. Normalement, vous l'avez lu, et tout ce que je peux vous dire moi après analyse, c'est que ce chapitre a plein de références à la mort, et des références surtout cachées. Donc si tu n'as pas lu le chapitre numéro 36, tu as bel et bien un lien sur kana.fr, donc va le voir directement et reviens après voir la vidéo pour ne pas te faire spoiler directement, parce que je vais directement te raconter les événements importants du chapitre et ce que j'en pense pour aller au point culminant directement. La page numéro 1 et la page numéro 2 étaient directement une double page couleur avec Boruto, Sasuke, Naruto, Kawaki, Sarada et Mitsuki. Une page vraiment magnifique, des couleurs respectées dans la globalité. Il y a un seul élément de la double page cover qui n'est pas respecté, c'est bel et bien la maison, le toit, le bâtiment donc de l'Hokage, qui n'est pas en rouge mais qui est en bleu. Mais alors pourquoi le toit de l'Hokage est de couleur bleue? Pourquoi c'est le seul bâtiment qui a donc changé de couleur alors que Sasuke, Boruto, Naruto et les autres ont gardé leur couleur de base directement? Ça veut dire qu'ici, la personne qui a donc composé la page couleur a bel et bien changé la couleur de ce bâtiment directement. Mais pourquoi? Elle symbolise Naruto Uzumaki, elle symbolise le village de Konohagakure. Pourquoi elle est passée donc de rouge à bleu directement? Et quel est le mystère derrière tout ça? Au Japon, le bleu est donc une couleur qui est donc rapportée directement au bouddhisme et aux divinités. Mais malheureusement, dans d'autres religions du monde, le bleu est également un symbole de paix, de deuil et, tu l'as compris, de mort directement. Le bleu reste avant tout une couleur froide qui rappelle une chose, ce sont les mauvais moments de la vie tout simplement. La deuxième possibilité est donc que le bâtiment du Kage de Konoha, donc l'Hokage, est maintenant de couleur bleue, nous rappelle directement le village de Kiri et donc le bâtiment du Mizukage directement. Ça, je pense que tu as aussi fait le petit rapprochement que, voilà, on a l'impression que maintenant le bâtiment de l'Hokage est devenu bleu, qui pourrait être un rappel à celui du Mizukage directement. Il y a donc une possibilité pour qu'un jour le village de Kiri soit donc le premier à disparaître, ou pourquoi pas que le Mizukage soit le premier à mourir un jour. Parce que ce rappel est influent sur les divinités, la mort, et ça nous rappelle aussi le bâtiment donc du Mizukage. Après à voir si encore une fois on nous parle du Mizukage ou de Naruto directement, on ne sait pas. Car on vise bel et bien le bâtiment de Naruto, le bâtiment de l'Hokage, avec cette couleur qui nous parle de divinité mais également de mort. Donc on a un peu peur pour Naruto. Il y a également une ellipse dans le chapitre entre le 35 et le 36 où Sasuke est à côté de Jigen et dans le 36, Jigen arrive chez Naruto. Mais où est passé Sasuke? C'est la grande question du chapitre donc de la vidéo. Est-ce que Sasuke est mort? Je vais donc t'expliquer le fondement de mes pensées et effectivement, même si les chances sont minimes, même si je pense que Sasuke ne mourra pas dans l'ombre, il y a tout de même une possibilité pour que Sasuke soit capturé, soit directement décédé. Dans le chapitre numéro 35, Sasuke expliquait qu'il n'avait donc presque plus de chakra. Sasuke était à court de chakra, il avait vraiment très peu de chakra pour se déplacer maintenant, donc d'une dimension à une autre. Donc Sasuke expliquait indirectement que c'était voilà la fin de son voyage. Et donc Sasuke n'avait, voilà, je le répète car c'est important, presque plus de chakra. On avait donc compris également via Sai et Shikamaru que le rouleau qu'a ramené Konohamaru est un rouleau laissé exprès par Kara et par Jigen directement pour attirer Sasuke dans la dimension. Kara a laissé exprès ce parchemin pour qu'on puisse en fait localiser un endroit pour s'y rendre. Donc Jigen a attiré Sasuke là-bas pour une certaine raison, mais on ne sait pas trop laquelle pour l'instant. Sasuke aurait pu aller n'importe quel jour, n'importe quelle minute, n'importe quelle heure dans la dimension. Et comme par hasard, la minute et la dizaine de minutes où se trouve Sasuke dans la dimension, comme par hasard le moment où Sasuke s'y trouve, Jigen y va aussi. Ça prouve bel et bien que Jigen a fait en sorte d'attirer Sasuke là-bas, et lorsque Sasuke est arrivé dans la dimension, Jigen s'y est rendu lui aussi. Jigen n'est pas bête et Jigen analyse tout et Jigen prévoit tout à l'avance. Et également, un truc important, c'est qu'il a une très bonne vision. C'est important. Dans le chapitre donc numéro 36, Kashin Koji est également à Konoha. Et donc, via le mode Sennin, donc du mont Myoboku on suppose, il a pris la vision de son crapaud. Donc sur un mur au loin, il y a le crapaud qui partage la vision avec Kashin Koji qui surveille Kawaki. Et lorsque Jigen apparaît dans le salon de Naruto Uzumaki avec Kawaki,
la première chose que Jigen regarde directement, c'est à l'extérieur de la maison et il flingue du regard le crapaud de Kashin-Koji qui est à 100-200 mètres de la maison. Et Jigen capte le truc. C'est qu'en sortant directement, il ne va pas regarder Kawaki qui est devant lui ou bien Naruto qui est à sa droite. Il va regarder à l'opposé, bim, et il va directement flinguer non pas une fleur, pas un arbre, pas un papillon, mais un crapaud, le crapaud de Kashin-Koji directement, et comprendre que c'est Kashin-Koji parce que oui, il a compris que Kashin-Koji était à Konoha et qu'il était via le crapaud. Donc Jigen est très intelligent, il a une très bonne vision et il comprend rapidement les choses. Alors ne va pas me dire que Jigen a capté un crapaud qui était en réalité Kashin-Koji à 200 mètres et qu'il n'a pas capté Sasuke qui était à 10 mètres au-dessus de lui. Faut vraiment pas abuser. Si Jigen a réussi à observer un petit crapaud de, on va dire, allez, quoi, 10 cm sur un mur et qu'il n'a pas capté Sasuke de 1m80 juste au-dessus de lui, mais même pas un étage au-dessus, c'est un peu abusé. Surtout que n'oubliez pas, Jigen a attiré Sasuke exprès dans la dimension. Lorsque Sasuke voit Jigen changer de forme, Sasuke dit une chose directement, c'est cet homme-là est dangereux, cet homme-là va nous amener en grand danger, donc je dois prévenir Naruto au plus vite. Mais Sasuke n'est donc toujours pas arrivé à Konoha, Jigen lui est arrivé. Pourtant Sasuke a un dojutsu spatio-temporel, donc il peut passer donc d'une dimension à une autre, et plus ou moins rejoindre Konoha assez rapidement, normalement. On sait que les voyages prennent quand même un certain temps, ça prend quand même parfois plusieurs jours et tout, mais normalement Sasuke devant faire vite, devant aller au plus vite à Konoha, il aurait sûrement déjà dû arriver à Konoha pour prévenir Naruto. Malheureusement Jigen est arrivé, il a eu le temps de parler à Kawaki, il a eu le temps aussi de commencer un combat avec Naruto, mais pourtant Sasuke n'est toujours pas arrivé. Mais alors que s'est-il passé avec Sasuke? Est-ce que Jigen a découvert? Est-ce que Jigen a entamé un combat avec Sasuke? Pour moi, c'est quasiment sûr à 99% qu'un combat a commencé entre Jigen et Sasuke dans la dimension. Jigen a fait exprès de la tirer dedans. Je pense qu'il voulait également faire en sorte qu'il ne s'en sorte pas directement. Jigen, même s'il est extrêmement puissant, l'armée en face de lui a quand même deux atouts, c'est Sasuke et Naruto. Et on l'a vu via Gatai Momoshiki parce que oui, il a one-shot Gaara et les autres Kage, mais Gatai Momoshiki s'est fait un peu, on va pas se mentir, dominé par Sasuke et Naruto, qui pourtant étaient deux shinobi lambda, parce que Sasuke et Naruto sont les atouts majeurs qui peuvent entraver le plan de Jigen, et ça tu l'as compris. Donc Jigen, selon moi, il a attiré Sasuke pour se débarrasser de lui dans la dimension. Après, ce qu'il l'a fait en scred, et on n'aurait pas vu la mort de Sasuke, c'est vrai, c'est étrange, mais peut-être qu'on verra la pseudo-mort de Sasuke via des flashbacks, c'est possible. Ensuite, il y a encore une fois plusieurs petits liens par rapport à la mort dans le chapitre, surtout via Sakura et Ino Yamanaka. Donc Sakura va aller chez Ino dans le chapitre et donc prendre un bouquet de fleurs qui ressemble à des lys directement et expliquer, voilà, normalement Sasuke revient aujourd'hui, et elle dit une phrase assez spéciale qui me rappelle beaucoup la séparation de Tsunade et de Jiraiya. Regardez le film Boruto no Movie, regardez la série animée Boruto, même le manga Boruto. Sakura a toujours dit à Sarada, ton père est puissant, ton père reviendra très vite, ton père va revenir et tout, et lorsqu'il va revenir, on va passer du temps ensemble tous les trois. Sakura a toujours été, en parlant de Sasuke, très positive. C'est un truc important à rappeler. Mais aujourd'hui, Sakura explique une chose à Ino avec beaucoup de trac, c'est aujourd'hui, j'espère que Sasuke reviendra sain et sauf. C'est la seule chose que j'espère. Et c'est la chose qui me ferait extrêmement plaisir avec 3 petits points après. Je te mets la phrase exacte en bas à droite de l'écran. Mais cette phrase est un peu angoissante dans le sens où c'est la première fois que Sakura doute un peu. Elle a comme un mauvais pressentiment. De plus, Sakura va directement acheter des lys. Et les lys, comme n'importe quelle fleur, c'est donc une signification directement. Malheureusement, on ne sait pas la couleur des lys et ça aurait pu jouer un rôle important dans le fameux bouquet de fleurs. Je ne suis pas fleuriste, mais une fleur représente l'amour, un cadeau et une offre. Un bouquet de fleurs, c'est beaucoup plus spécifique, c'est pour un grand événement ou bien directement un bouquet se pose sur la tombe d'un défunt. Et là aujourd'hui, elle a offert un bouquet de fleurs. Donc bon, il y a deux trucs, c'est normalement elle veut faire plaisir à Sasuke, mais elle offre un bouquet de fleurs de lys, du moins ça ressemble beaucoup à des lys, et les lys ça signifie plusieurs choses assez négatives aussi. La pureté,
l'innocence. Et pour finir, le troisième, c'est la mort directement. Les lys, c'est une fleur qui sont énormément offertes sur la tombe des morts au Japon. Et même un peu partout dans le monde, les lys sont symboles de pureté, de paix et de mort directement. C'est vraiment une fleur qu'on offre également beaucoup aux morts. Et en regardant un grand nombre d'enterrements directement dans le manga Naruto et Boruto, sachez que les fleurs de lys sont des fleurs qui sont très souvent offertes aux défunts dans le manga Naruto. Et aujourd'hui, elle offre un bouquet de fleurs de lys à Sasuke qui a disparu dans une dimension, qui a sûrement affronté Jigen. Ce bâtiment bleu de l'Hokage qui représente lui aussi la mort et les divinités. Et on commence vraiment à flipper pour Sasuke. Sans oublier, encore une fois, que Sasuke n'avait absolument plus du tout de chakra, qu'il était vide de chakra. Il le disait lui-même, voilà, j'ai très peu de chakra pour me TP et tout, je suis un peu à bout de mon voyage. Sasuke explique, voilà, je n'ai que très peu de chakra. Un voyage dimensionnel, sachez une chose, c'est que ça demande une quantité énorme de chakra. Même dans Naruto Gaiden, il était complètement à plat, il pouvait plus se TP. Imaginez que Jigen lui fonce dessus avec la puissance qu'il a. Sasuke essaie un peu d'esquiver, il balance un Katon, un Raikiri, un Chidori, une invocation pour essayer de se libérer un peu. Et au moment où il est un peu loin, que Jigen est un peu loin, il fait c'est bon, je peux me TP, je peux me barrer. Sasuke veut se téléporter. Et là, ça marche pas, plus du tout de chakra. Je vois tellement le truc comme ça. Soit Sasuke est mort, ce que je ne pense pas. Soit on va avoir un portail qui va s'ouvrir avec un Sasuke qui va tomber, mais genre déchiqueté de partout. Mais c'est juste tellement probable. Donc tu l'as compris, le chapitre est également la venue donc directement de Jigen chez Naruto Uzumaki pour récupérer Kawaki. Et donc là on a un développement juste magistral de Kawaki sur plusieurs abords. Et là rien que sur le développement de Kawaki je pourrais te faire une vidéo mais facile de 40 minutes. Mais je rigole pas. La scénarisation du chapitre est juste magique, mais vraiment je ne rigole pas, la scénarisation est juste magique sur plein d'abords. Le fait que Kawaki commence un tutoiement avec Naruto, qu'il dise voilà Naruto, cette façon avec laquelle tu parles, tu n'es pas objectif, tu es dans ta façon de parler approximatif et c'est ça qui saoule Boruto, sache-le et tout. C'est vraiment cool, on a vraiment une relation sensei-élève qui est plus qu'extraordinaire maintenant dans Boruto. La relation sensei-élève de Boruto Kawaki est quasiment ma relation préférée après celle de Jiraiya et de Naruto. Elle est plus que bonne, Kawaki conseille Naruto, Naruto conseille Kawaki. C'est juste énorme, enfin toi t'as vraiment un triangle magique entre les trois. C'est de la bombe. Jigen se pointe chez Naruto et ne va pas affronter directement et physiquement Kawaki, mais il va en fait le détruire mentalement en disant voilà sans moi t'es rien, t'es qu'une merde, je suis venu te récupérer et tout, tu es mon fils. Il détruit mentalement Kawaki. Et c'est ça que j'aime avec Jigen, c'est que par rapport aux autres ennemis de Naruto qu'on a connus, qui étaient forts physiquement, qui avaient des grands dojutsu, qui avaient des grands jutsu, ninjutsu, taijutsu et genjutsu, aujourd'hui c'est complètement différent. Jigen est avant tout un ennemi qui oppresse son ennemi mentalement, qui le détruit mentalement et qui le reconstruit mentalement comme il le veut. Jigen est extraordinaire pour ça, il a une façon de parler, de s'exprimer qui est arrogante et qui est juste magique, qui me donne un peu les frissons de Freezer, tu vois. Freezer dans sa façon de parler dans Dragon Ball, il a une façon très royale, tu vois, il a une façon de parler où il se la pète, même il parle de lui limite à la troisième personne. Jigen est pareil, le moment où il se pointe chez Naruto et fait « Oh pardon Naruto Uzumaki, je ne me suis pas déchaussé avant de rentrer ». Mais ce n'est pas la question, de te déchausser, c'est que tu es le mec le plus recherché actuellement des 5 nations, tu es le mec dont on parle le plus négativement à Konoha, tu es le mec qu'on recherche le plus, et tu fais quoi ? Tu te pointes dans le salon de l'Hokage, tu oses dire « Ah mince, je me suis pas déchaussé ». Ce mec est arrogant et c'est ça qu'on kiffe. Et Naruto flippe de lui. Naruto flippe complètement de lui et je t'explique également pourquoi. Ino va ressentir le chakra de Jigen et déjà elle va limite faire un malaise. Ce qui t'explique la puissance de Jigen dans le sens où Ino a ressenti le chakra de Jubi, de Obito, de Madara et des anciens Kage et d'Otensei. Enfin, Ino a ressenti énormément de chakras pendant la 4ème Grande Guerre Ninja et plusieurs chakras cumulés. Elle ressentait le chakra de Obito, plus de Madara, plus de Jubi, plus de Kaguya. Elle a ressenti énormément, tu vois, de chakras pendant la guerre. Et pourtant, elle n'a pas fait de malaise à la guerre. Là, elle sent un chakra, elle perd l'équilibre et commence à avoir des sueurs froides. Elle fait waouh, c'est chaud, c'est chez Naruto actuellement et ce qui vient d'arriver, c'est what the fuck, tu vois. Ça prouve la puissance de Jigen. Elle perd limite connaissance, c'est du jamais vu. Ensuite, Ino contacte également Naruto et elle dit voilà, il est chez toi et tout, est-ce que ça se passe bien? Et Naruto dit ne t'en fais pas, je vais faire comme Delta, je vais donc m'occuper de lui directement.
Et Ino dit je préviens les renforts et Naruto dit oui merci Ino avec 3 petits points en mode oui vas-y préviens les renforts. Pourquoi ça c'est important? C'est qu'il y a eu le même discours déjà contre Delta. Lorsque Delta est apparu, Ino a dit ok je préviens les renforts et Naruto lui avait grossièrement répondu non pas besoin. Cette fille-là je m'en charge tout seul, ne t'en fais pas, préviens pas les renforts ou bien préviens-les mais ça sert vraiment à rien qu'ils interviennent pour l'instant tu vois. Je m'occupe de Delta tout seul, ne t'en fais pas, je vais me la faire. Dire que là il est face à Jigen et il dit ouais Ino préviens les renforts tu vois. Naruto dit clairement à Ino par télépathie ouais ça va pas le faire. Ce mec qui est devant moi je peux pas me le faire, je peux pas me le faire tout seul. Et il le dit clairement, il le dit indirectement mais il le dit c'est non ce mec là je peux pas me le faire. C'est impossible. Préviens les renforts, j'en ai besoin. Et d'ailleurs Ino pendant une case, pendant une page elle va aussi prévoir un plan. Un processus comme elle le dit. Elle est en télépathie avec plusieurs personnes, donc sûrement Shuji, Shikamaru et d'autres. Et elle dit, vous avez compris le processus, alors soyez prêts et tout. Donc plusieurs, je pense, Junin de l'ancienne génération se préparent un peu à accueillir Jigen et tout. Mais Naruto demande du renfort. Ça prouve à quel point là la situation est grave, c'est que face à Gatai Momoshiki et Kinshiki, il a géré la situation seul. Face à Delta, il a géré la situation seul. Il a toujours géré la situation seul, Naruto. Mais là, face à Jigen, il fait, ok Ino, préviens les renforts. C'est hyper important et c'est un tournant important selon moi dans Boruto. Pourtant, Jigen ne veut pas spécialement affronter Naruto. Et il le dit, il fait Naruto Uzumaki, je ne suis pas là pour t'affronter et tu le sais, c'est mon enfant, je viens récupérer mon enfant et je pars avec mon enfant. Jigen dit absolument que ça, il ne veut pas affronter Naruto, mais à partir du moment où Naruto lui met un kick sale dans la bouche, parce que ce kick est magique, Jigen tombe et il fait ok très bien, bah je vais te tuer. Dans le sens où Kawaki, c'est mon objectif. Kawaki, je suis là pour l'avoir et pour l'obtenir. Par contre, ne te mets pas en travers de mon chemin, parce que si tu te mets en travers de mon chemin, bah je te bute. Et ça me rappelle aussi un peu la façon avec laquelle Naruto était contre Delta, où Naruto disait, voilà, je vais me battre contre toi et tout, je vais défendre un peu mes enfants et Konoha. Mais par contre, Imawari, Kawaki, Boruto, je t'interdis de les toucher, je t'interdis en fait de toucher à mes enfants. Et lorsque Delta a touché aux enfants, Naruto était sérieux, donc il a voulu tuer Delta. Et du moins, bah, il a plus ou moins tué Delta, indirectement. Là, Jigen, c'est pareil, c'est... Voilà, je vais prendre Kawaki, ils vont peut-être échanger quelques coups et tout, mais dans la globalité, je ne veux pas me battre contre toi. À partir du moment où il se prend un coup dans la gueule et qu'il se met entre Kawaki et lui, Jigen se relève et fait ok, bah, j'ai tué. Toi, c'est le même schéma entre Naruto et Jigen, donc ils ont un peu les mêmes façons de concevoir les choses, le combat. À partir du moment où tu rentres en contact avec l'enfant et tu t'en prends indirectement à l'enfant de la personne, là il est parti pour tuer. En tout cas, c'est juste hyper intéressant. Jigen est juste un manipulateur à 100% dans le sens aussi où il sort donc du Kama de Kawaki, donc le Kama est également une sorte de portail pour des Otsutsuki, on a l'impression. Et donc Jigen sort du Kama de Kawaki et Kashin Koji voit ça. Et Kashin Koji dit mais si Jigen avait la capacité depuis le début donc de sortir du Kama de Kawaki, la mission de réception et de récupération du réceptacle n'avait pas lieu en fait. Et il le dit, il fait mais à quoi bon avoir envoyé Delta et moi récupérer Kawaki alors que c'était au final inutile. Au final tout ça c'était inutile, on n'a servi à rien et depuis le début en fait on apprend que Jigen se méfiait de Kashin Koji et donc s'il a envoyé Delta et Kashin Koji à Konoha, c'était pour avoir certaines réponses à ces questions. Maintenant c'est sûr, hein, Kashin Koji, il va prendre un peu tarif. Et c'est malheureux pour lui, mais il a un peu cherché aussi. En même temps, Kashin Koji a tué un membre de l'organisation. Il a fait beaucoup de recherches dans le dos de Jigen. Il a quand même un peu trahi un peu les missions que lui donnait Jigen. Donc maintenant, Jigen, il est sûr à 2000% que Kashin Koji n'est pas dans son organisation, qu'il n'est pas dans son sens. Donc préparez-vous également pour ça que Kashin Koji va soit aider Naruto, soit aider Sasuke et rejoindre le groupe de Konoha. Ça veut dire qu'on va avoir un Naruto, Sasuke et Kashin Koji ensemble. Et ça peut être hyper stylé. De toute façon, selon moi, c'est pas dur. Kashin Koji retourne à Kara maintenant. Il se fait tuer là-bas. Parce que Jigen se méfiait déjà avec l'époque de Amado, avec les retours de Delta. Là, il vient de voir que le crapaud est à Konoha, qu'il surveillait les choses et tout. Jigen, là, il se pose plus aucune question. Je pense que là, Jigen recroise Kashin Koji et se fait tuer directement. Donc, la meilleure solution, c'est que Kashin Koji enlève son masque et qu'il fasse bon Naruto, Sasuke.
J'ai quelques trucs à vous dire, j'ai fait quelques recherches, vous ne savez pas qui je suis, mais voilà. Et donc là, il va déballer son... Mais soyez-en sûrs, Kashin Koji va donc rejoindre les gentils, c'est quasiment sûr à 100% environ. Le mystère de la corne de Kawaki est assez mystérieuse. Sur la fin de la semaine, je ferai un live avec sûrement Pro Sensei pour en parler. Car c'est très mystérieux, cette corne. Parce que via le Kama Kawaki, Jigen sort du Kama. Donc forcément, en étant un portail humain pour Jigen, peut-être que Jigen a laissé un peu de son chakra en Kawaki. Il y a aussi le fait que Jigen ait transmis le Kama à Kawaki, donc avec le fameux vase. Donc il a forcément un peu de chakra de Jigen en lui. Donc du chakra Otsutsuki. De plus, via la prothèse, il a également le chakra directement de Naruto Uzumaki, descendance de Ashura, donc descendance lui-même du Rikudo Sennin. Donc Kawaki actuellement, qu'on le veuille ou non, il a du chakra Otsutsuki en lui. Qu'on le veuille ou non, même si c'est un faible pourcentage, il a du chakra du Rikudo Sennin, de Jigen, de Ashura, de Naruto et tout. C'est quasiment sûr. La prothèse de Naruto, les démons à queue en plus, t'as ce côté Jigen qui utilise un portail, t'as cette corne qui pousse. Maintenant, il faut trouver les détails, il faut essayer de rassembler les pièces du puzzle pour essayer de comprendre tout ça. Pourquoi il y a la corne qui pousse Est-ce que c'est le fait qu'on ait eu un mélange Ashura, Jigen? Et est-ce que ce mélange-là, ensemble, crée au final la corne? Et qu'est-ce que symbolise la corne aussi directement? Est-ce que le Kama au final ne fait pas devenir quelqu'un Otsutsuki au final? C'est un peu ma question. Est-ce que Kawaki et Boruto, à part entière, ne seront pas des humains qui vont devenir des dieux? Ce qui rejoint aussi un peu les paroles de Katai Momoshiki qui disait à partir du moment où tu tues un dieu, tu ne peux plus rester un humain ordinaire. Donc à partir du moment où je te pose le Kama, tu ne peux plus être un humain ordinaire parce que tu vas en fait toi-même devenir un dieu, toi-même devenir un Otsutsuki, du moins un nouveau Otsutsuki. C'est un peu le message que moi j'ai, que je commence à comprendre, c'est voilà, ce Kama, vous allez être de moins en moins humain et devenir donc de plus en plus des dieux, des divinités, donc des Otsutsuki à part entière. Il y a également ce délire de duo, tu vois. Le duo, la stèle droite, t'avais Kaguya et Jigen ensemble, t'as eu Momoshiki et Kinshiki ensemble, et là, on voit de plus en plus que Kawaki et Boruto sont ensemble. Kawaki et Boruto sont un duo aussi. Boruto et Kawaki fait partie d'un duo Otsutsuki. Et donc peut-être que la stèle de droite représente juste Boruto et Kawaki tout simplement. Dans tous les cas, le fait que Boruto, Mitsuki, Sarada se rendent actuellement vers Naruto et que Inojin et Shikadai vont également suivre, c'est important pour la suite aussi donc de la défaite de Naruto. Parce que oui, je te le dis, Naruto va perdre. Hein. Naruto va perdre à 100%, c'est quasiment sûr, je le vois comme ça. Dans le sens où, déjà il a galéré avec Delta. Étant dans une forêt à protéger 3 enfants. Mais là, Naruto va être chez lui, dans sa maison, avec Kawaki à protéger, avec Boruto, Mitsuki, Sarada, Inojin, Shikadai. Et il va devoir protéger ce beau monde. En même temps, en sachant que lorsque Boruto et Kawaki seront ensemble, Jigen va dire ok, j'ai 2 cibles, faut que j'en prenne une. Donc Naruto va être là en mode waouh, je protège lequel et tout, c'est assez chaud. Et Jigen devra prendre l'une des deux. Et c'est là que ça va être chaud, c'est que Naruto va devoir défendre beaucoup de personnes par rapport au combat contre Delta, en sachant que Jigen est encore plus puissant que Delta. Le fait que Sarada rejoigne directement aussi Jigen n'est pas une chose anodine selon moi, dans le sens où on a appris que le Fuinjutsu donc de Sakura et de Tsunade existe depuis l'époque du Rikudo Sennin, donc de Hagoromo directement, ce qui est une grande surprise. Parce que selon nous, Mito Uzumaki était un peu la créatrice du Sceau directement. Même si j'ai fait une théorie qui apparaît dans le coin que je t'invite à aller voir, je disais selon moi que le Sceau datait des Otsutsuki. Et donc que ce Sceau datait d'une époque d'un groupe Otsutsuki qui aurait été médecin selon moi. Mais là on rejoint complètement ma théorie. En fait ma théorie est quasiment validée à 95% dans le sens où oui, ce Sceau appartient aux Otsutsuki. Après, d'après ce que dit Tsunade et Sakura, le Sceau appartient à l'époque du Rikudo Sennin, donc pas à l'époque de Kaguya, c'est important à préciser. Le Sceau n'appartient pas à l'époque de Kaguya, mais bel et bien du Rikudo Sennin, donc de Hagoromo directement, c'est important de le préciser. Donc création du Ninshu, création du Ninjutsu, Genjutsu, Taijutsu. Donc qui a créé le Sceau? Est-ce que c'était Amura? Est-ce que c'était Hagoromo? Est-ce que c'était Ashura ou Indra? Est-ce que c'était un enfant de Amura? Parce que oui, on a connu Amura et tout en dessous Toneri. Est-ce que c'était pas un enfant de Amura directement? Le fils de Amura, parce qu'on ne l'a jamais connu lui. Ou bien sa fille aussi.
Le saut que détient Sakura Tsunade, Mito Uzumaki et que aura Sarada est un saut qui est porté par énormément de personnages féminins. Et dans le fond, je me dis que venant d'un Otsutsuki, ce serait plus une Otsutsuki. Et donc je me dis qu'au final, ce serait peut-être une femme qui l'aurait porté. Et donc ce ne serait pas le fils de Hagoromo, ce ne serait pas l'autre fils de Hagoromo, ce n'est pas les deux enfants, les deux garçons de Hagoromo. Mais est-ce que ce ne serait pas la fille de Hamura? Est-ce qu'on n'apprendrait pas bientôt en fait que Hamura a eu une fille et que ce sceau vient du côté de Hamura et donc de la fille de Hamura qui était elle-même la chef d'un clan médecin chez les Otsutsuki? Et si c'est ça mon gars, mais je suis un génie. En tout cas, le chapitre est juste ouf, on va en parler à plusieurs reprises. De toute façon, le nouveau chapitre sort dans un mois, donc on a un mois pour en parler. Je ferai plusieurs vidéos pour couper détail par détail, mais le chapitre est juste carrément extraordinaire. Il y a plein d'informations, plein de choses à déchiffrer. Le rouleau de Kashin Koji, vous embêtez pas, il ne va absolument rien dire. On en a parlé sur Twitter avec ProSensei, avec Tifalia, avec Lara, avec plein d'autres youtubeurs. Il y a même DB Times qui m'ont aidé un peu à lire le truc parce qu'ils lisent un peu le japonais. Et d'après Max de DB Times, bah, c'est un peu une sorte d'écriture médecin qui ne va absolument rien dire. Et Louis San, le youtubeur, a également participé rapidement au truc. Mais on n'a pas eu de réponse de lui depuis, donc je pense que ça ne veut absolument rien dire. C'est un peu voilà une sorte d'écriture de médecin. Donc on ne sait pas ce que lisait Kashin Koji dans le bâtiment. Mais sûrement voilà, des archives sur des missions, sur un clan ou sur un personnage. Pourquoi pas des archives sur la 4ème Grande Guerre Ninja, comment ça s'est fini. Et pourquoi pas des archives sur Jiraiya, pour argumenter encore plus ma théorie. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour de nouvelles vidéos sur Boruto. Il y aura énormément de choses à dire, c'est assez extraordinaire. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que mes théories, mes analyses vous ont plu. Je vous fais plein de bisous partout et bye tout le monde d'Atebasso. やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら